Et salut à tous, après une courte pause cet été, en tout cas une pause sur mes réseaux mais pas forcément sur mes chantiers, je suis de retour et dans cette vidéo je vais pouvoir vous parler des fondations et du soubassement du bâtiment qui ont bien sûr été réalisés en béton puisque c'est enterré. L'appel était encore sur le chantier puisque j'ai fait toute la partie terrassement et assainissement juste avant, j'ai donc pu terrasser dans la foulée les 44 mètres linéaires de fondation pour le bâtiment. Ici le terrassement était vraiment pas compliqué, en tout cas il était pas prise de tête puisque je suis allé jusqu'au dur, partout. Ça veut donc dire que j'ai réalisé mes fondations avec des redans, des escaliers si tu préfères. On le verra par la suite, mais ça veut dire que j'ai d'un côté 2 rangées de parpaings et au maximum de l'autre côté j'en ai 6. Qui dit fondation en redans dit aussi ferraillage en redans, et là pour le coup c'est un petit peu plus technique, il y a pas mal de choses à savoir. On va éviter les commentaires négatifs tout de suite, je sais que ma façon de plier les fers à béton est pas très conventionnelle, mais j'ai pas l'outil et pour le nombre de fois que je le fais, j'ai pas envie d'investir là-dedans. Donc de cette façon-là, ça ira très bien. L'élément principal du ferraillage, c'est les semelles de fondation. C'est des éléments de 6 mètres qu'on dispose au fond des tranchées tout le tour. Ces semelles peuvent être simples, elles ont 3 barres parallèles, ou renforcées, c'est 6 barres parallèles sur 2 étages. Sur ce terrain, étant donné que je suis sur le rocher, des semelles simples auraient pu suffire, mais vu la faible différence de prix, j'ai voulu garder l'esprit tranquille et partir sur du renforcé. Une fois que ces semelles sont posées, il est indispensable de créer une continuité sur toute la périphérie du bâtiment. Il faut donc relier tous les angles et tous les redans. C'est donc à ce moment-là qu'entrent en jeu les fers que j'ai pliés tout à l'heure à l'arrière de ma remorque. Ils doivent avoir le même diamètre que celui des semelles de fondation, dans mon cas c'est du 10 mm. Comme tu peux le voir sur les images, les fers dans les angles sont pas mis au hasard évidemment, ils ont une position bien précise et ça joue un rôle primordial dans la tenue des fondations. Si t'es pas sûr de toi pour cette étape, je te conseille vivement de te rapprocher d'un bureau d'études qui te fera tous les plans détaillés adaptés à ton projet. Et maintenant que le ferraillage est terminé, on peut s'attaquer au béton, et là on a 2 solutions, la simple et l'autre. La simple, c'est d'utiliser une pompe à béton qui va répartir le béton tout le tour et sans forcer. Et l'autre, c'est ce que tu vois à l'image. La toupie vide dans les brouettes et on répartit nous-mêmes le béton tout le tour. Bien sûr, ce choix n'a pas été motivé par notre côté maso, c'est pour des raisons financières. On parle là de plus de 500 €. Ça vaut donc le coup de faire un petit peu de sport. Et en plus, pour être honnête, la toupie a pu vider sur environ un quart des fondations directement dans le trou. On n'a pas eu besoin des brouettes sur cette partie-là, donc c'est plutôt bien. Le béton pour cette étape a coûté un peu plus de 1300 € livraison comprise. Quant aux ouvriers qu'on voit sur les images, j'ai pas compté leur main d'œuvre puisque ce chantier-là, c'est pour eux. Une fois que le béton est réparti un peu partout, j'utilise le laser pour régler ma hauteur et une aiguille vibrante afin de retirer les bulles d'air et renforcer sa résistance. Et pour cette étape-là, c'est tout. La suite, c'est le soubassement, c'est ce qui va nous permettre de remonter jusqu'à la hauteur finale de notre dalle et on va voir ça dès maintenant. Généralement, les fondations sont réalisées en parpaing plein, mais là encore, pour garder l'esprit tranquille, j'ai fait un petit peu différemment. Sur ce chantier, j'ai tout fait en bloc à bancher. Il y avait plusieurs raisons à ça. La première, c'est la rapidité de pose. On l'imagine pas, mais quand il n'y a pas de mortier entre chaque rang de parpaing, on gagne un temps fou au niveau de la pose. Bon, mon petit confort c'est bien beau, mais c'est pas du tout la priorité quand je fais des choix comme ça. Donc ici, la deuxième raison, et la plus importante du coup, c'est qu'en faisant les soubassements en bloc à bancher, ils sont remplis de béton en une seule fois. Ça permet d'avoir un gros bloc bien solidaire et qui bougera jamais. J'ai dit que pour les blocs à bancher, il n'y avait pas de mortier. En réalité, il y en a eu un petit peu à faire. Il faut bien coller le premier rang sur les fondations. J'ai donc fait ça bien puisque j'ai pesé mes quantités de sable et de ciment pour avoir un mortier dosé à 350 kg par mètre cube. La grosse difficulté sur ce chantier, c'est qu'on a des fondations en redans, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, donc pour l'implantation, c'était vraiment pas évident. D'ailleurs, je pense pouvoir dire que c'est la partie la plus difficile de cette étape. Il a fallu que je pose provisoirement les parpaings de tous les angles et sur toute la hauteur pour pouvoir tirer mes cordeaux. Et à partir de là, ça m'a permis de mesurer mes longueurs, mes largeurs, mais surtout mes diagonales. Et bien sûr, il faut contrôler les 2 diagonales. Elles doivent être bonnes au centimètre près. C'est ce qui va te garantir avec certitude que ton bâtiment a des angles parfaitement droits. Une fois que l'implantation est réalisée et que tu es sûr de toi, tu peux passer à la pose du premier rang. Pour la pose, ça se passe comme des parpaings classiques. Il faut créer un lit de mortier sur lequel on va venir poser le bloc. Mais dans le cas des blocs à bancher, il y a un petit détail auquel il faut faire très attention, c'est qu'à l'intérieur des alvéoles du bloc, il faut enlever tout le mortier pour que le béton que tu vas couler à l'intérieur des blocs soit en contact avec celui des fondations. Je préfère bien le dire parce que sur toutes les images que j'ai prises, il n'y en a pas une seule où on me voit le faire, et pourtant je peux te garantir que ça a été fait. Et d'ailleurs, ce serait dommage de ne pas le faire puisque ça permet d'économiser un petit peu de mortier. J'ai donc posé de cette façon les 4 angles du bâtiment, j'ai tout réglé au laser pour que les rangées tombent bien les unes par rapport aux autres, et la verticalité du bloc se fait avec un fil à plomb, c'est beaucoup plus précis qu'avec un niveau. Et ensuite on peut passer à la pose de tous les autres blocs. Au total sur ce bâtiment j'en ai passé 440, soit 950 €.
Et j'ai un dernier point à aborder que j'ai réalisé en même temps que la pose de la première rangée, c'est le ferraillage vertical. Ici, on n'est pas sur un mur de soutènement, donc il n'y a pas du tout besoin de mettre un fer à béton dans chaque alvéole. D'autant plus que sur ce chantier, comme sur pas mal d'autres, le mur va être emblayé des deux côtés. J'ai donc fait le choix de mettre un fer à béton tous les 2 mètres environ et dans chaque angle. Et pour mettre en place ces fers, il existe 2 solutions. J'ai utilisé les 2 sur ce chantier, donc je peux t'en parler. La première, c'est de mettre ton fer dans le béton des fondations encore frais. Et le top du top, c'est même de fixer ton fer vertical sur le ferraillage des fondations. La deuxième solution que j'ai été obligé de faire ici parce qu'il y a une partie du béton qui avait déjà tiré, il faisait hyper chaud le jour du coulage, c'est de fixer tes fers dans le béton de fondation avec du scellement chimique. Pour ça, je te conseille d'abord de poser la première rangée de blocs et ensuite de percer. Ça te permet d'être sûr et certain d'être au bon endroit quand tu fixes tes fers. En plus des barres verticales, un rang sur 2, j'ai ajouté des barres horizontales. Elles sont elles aussi en diamètre 10, fixées à toutes les barres verticales et fixées entre elles à chaque jonction. Ça permet de solidariser l'ensemble et de créer comme une ceinture qui maintient le tout. La totalité du ferraillage, c'est-à-dire les 44 mètres de semelle renforcée plus tous les fers à béton diamètre 10, a coûté seulement 400 €. Comme je le disais en début de vidéo, le gros avantage des blocs à bancher, c'est qu'ils se posent sans mortier. Ça permet donc de poser une rangée complète et ensuite seulement de régler tous les alignements. Je trouve ça beaucoup plus confortable à travailler que du parpaing classique qui lui se pose sur un lit de mortier. Et allez, maintenant on va pouvoir aller un petit peu plus loin sur notre soubassement, puisqu'on va pouvoir parler du chaînage qui se réalise en haut du mur. Il a plusieurs fonctions et je t'explique ça tout de suite. Ce chaînage-là, on le retrouve sur tous les murs maçonnés, que ce soit en parpaing ou en pierre, il est indispensable. C'est lui qui va permettre de relier et de maintenir la partie haute du mur ensemble. Sur un mur en bloc à bancher qui va être coulé en béton et déjà ferraillé horizontalement et verticalement, la fonction chaînage est un petit peu moins évidente. En revanche, ça apporte autre chose qui, pour moi, sur mes chantiers est indispensable, la perfection. Pourquoi la perfection ? Parce que ça permet d'avoir une finition de mur irréprochable. Ce chaînage permet de régler à quelques millimètres près la hauteur finale du mur, mais aussi sa planéité sur toute la périphérie. Au final, c'est donc l'assurance de partir sur de très bonnes bases pour la suite des travaux, et en plus de ça, faire un chaînage ça coûte vraiment pas cher puisqu'il faut que des planches de coffrage et des serre-joints. L'idée c'est donc de mettre en place ces planches de chaque côté du mur. Ici elles sont maintenues avec des serre-joints mais ça peut aussi être avec des chevillettes. Puis ensuite de régler leur hauteur au niveau laser pour faire un très bon travail. Si t'as pas de laser, tu peux aussi le faire avec un simple niveau, mais fais attention à pas cumuler les petites erreurs, les petits millimètres, c'est ce qui fera toute la différence au final. Une fois que toutes les parties hautes du mur sont coffrées, on peut s'attaquer aux angles, et pour être totalement transparent avec vous, je suis pas certain que ma façon de faire soit très réglementaire, mais ce qui compte c'est le résultat, et ici je trouve qu'on est plutôt pas mal. J'ai donc utilisé des planches d'agglo en 22 mm que j'ai découpées aux bonnes dimensions, puis je les ai assemblées avec des cales en bois ou des équerres pour former un angle à 90 degrés. Je l'ai pas précisé, mais cette pièce-là, c'est pour les angles extérieurs. À l'intérieur, ce sera beaucoup plus simple, on le verra juste après. Et donc, une fois assemblée, il me restait plus qu'à la mettre en place et surtout à bien la caler pour pas qu'elle puisse s'écarter avec la poussée du béton. Pour maintenir la partie haute, j'ai fixé une cale en bois sur la pièce qu'on vient de créer, puis sur les planches qu'on a mis en place précédemment. Tandis que pour la partie basse, j'ai simplement calé avec des grosses pierres ou avec d'autres planches. Et j'ai donc répété cette opération 4 fois, logique puisqu'il y a 4 angles. On peut donc passer aux angles intérieurs, et là je vous l'ai dit c'est beaucoup plus simple puisqu'on a beaucoup moins d'espace à combler. J'ai donc utilisé le même type de planche agglo en 22 mm dans lesquelles j'ai découpé des bandes aux bonnes dimensions, c'est-à-dire plus ou moins 15 cm en largeur et la hauteur est variable suivant les angles. Et c'est tout. Sur ces angles-là, il n'y avait aucun assemblage à faire, des planches simples ont suffi pour combler tous les vides. Pour les maintenir en place, j'ai fait exactement comme pour les autres angles, une cale en bois vissée en haut et des pierres sur la partie basse. Bon, et après des jours et des jours de préparation, on va enfin pouvoir passer à l'étape la plus intéressante. Le béton. Souviens-toi en début de vidéo, pour les fondations, je t'ai parlé de la possibilité de mettre le béton avec un PUMI, une pompe à béton. Eh bien c'est exactement ça. Quand on se fait livrer le béton pour remplir les blocs à bancher, il n'y a pas vraiment le choix, la pompe est quasiment obligatoire. Et honnêtement, c'est que du bonheur. J'ai pas du tout transpiré alors que j'ai mis en place 8 mètres cubes de béton en moins d'1 heure. En plus de ça, t'es assuré que le béton a la bonne formule et qu'il est parfaitement mélangé et homogène. Et comme si ça suffisait pas, vu qu'il est destiné précisément à être mis dans les blocs à bancher, il n'y a même pas besoin de le vibrer. Tout ce qui reste à faire, c'est donc de le répartir correctement, retirer le surplus s'il y en a, et lisser avec la truelle pour être pile poil à la hauteur des planches. La petite astuce qui va bien, c'est d'utiliser une cale en bois en appui sur les planches, et de faire des mouvements va-et-vient comme on le ferait avec une règle pour tirer une dalle béton. Ça permet de laisser vraiment la quantité de béton nécessaire, de retirer tout le surplus et d'avoir une finition nickel. Au final, c'est la partie lissage qui aura pris le plus de temps, mais comme je le disais tout à l'heure, c'est indispensable pour partir sur de bonnes bases.
Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné un petit peu plus de détails sur mon chantier. Un grand merci à toutes les personnes qui s'abonnent et si c'est pas encore fait pour toi, n'hésite pas à le faire. Ça te permettra de manquer aucune de mes vidéos. Allez, à très bientôt. Ciao.